Bonjour et bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler des parkings du futur. Vous connaissez le car sharing. Eh bien, de plus en plus se développe le parking sharing. Après tout, il y a une voiture, il y a un parking. Tout cela est tout à fait normal. On en parle avec Fabrice Lepoutre de FIA, avec Pascal Bonnard de OpenGo et Thibaut Chary de YesPark. Bonjour à vous trois et merci d'être sur ce plateau de Mobility TV. Alors, on n'a pas à table ZenPark, OnePark, JustPark, ParkBee. C'est vrai que vous êtes de plus en plus d'acteurs à vous développer, à avoir chacun aussi un domaine d'activité bien précis. Premier constat, peut-être Pascal Bonnard, le parking de 1990, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est plus du tout le même. Plus du tout le même. Ouais. Il a été complètement transformé, à la fois en centre-ville, mais aussi on en parlera dans les gares ou les aéroports ou les hôtels. Et il se prépare à accueillir bien autre chose que des voitures. Alors OpenGo aujourd'hui, en matière de parking, qu'est-ce que c'est l'offre? Comment est-ce que ça évolue? Très simple, OpenGo, c'est une application mobile qui permet de payer dans la rue et de rentrer et sortir dans les parcs sans ticket et sans avoir besoin de s'arrêter à une borne de sortie pour payer. C'est surtout la filiale du groupe Indigo, le leader mondial du parking. Et c'est devenu depuis l'année dernière la Digital Factory et le département marketing du groupe pour l'Europe. Et ça, c'était nécessaire d'avoir justement ce volet totalement digitalisé du parking? Indispensable, d'abord parce qu'on a besoin de fluidifier les accès, alors d'autant plus aujourd'hui puisqu'on permet un accès sans contact, donc c'est évidemment dans l'air du temps, mais aussi parce qu'on doit accompagner le groupe dans son développement. Si demain d'autres services arrivent dans le sous-sol, il faut que la dimension digitale se poursuive pour connaître nos clients et mieux les servir. Quand vous dites d'autres services qui arrivent, c'est quoi? Il va y avoir un bar, une discothèque, un supermarché? Il y en a déjà, il y a déjà eu beaucoup de tests. Ouais. En fait, on est passé, je crois, en 2019-2020 d'une phase un peu pilote. On a essayé plein de choses dans plein d'endroits. On travaillait beaucoup avec Dominique Perrault, architecte, pour concevoir ce qu'on appelle, nous, le sub-estate, donc le sous-sol du futur. Et puis maintenant, on est à une phase où on privilégie certaines pistes et on est plutôt dans des logiques d'industrialisation, de scale-up, en fait, sur ces nouveaux services. De scale-up, je note l'anglicisme. Je vois arriver dans les parkings des vélos cargo, toutes sortes de machines qui n'existaient pas avant. Et en fait, on a d'abord des contraintes toutes simples d'accès. Lorsque les rampes de descente sont trop raides, on ne peut pas faire descendre un vélo simple. Un VAE, un cargo électrique, ça commence effectivement à être beaucoup plus envisageable. Demain, en fait, au-delà de la mobilité et de tout ce qui peut être vélo, trottinette, scooter, électrique, en car sharing, en propriétaire, bon, tout ça, on est prêt évidemment et on les déploie progressivement en Europe comme à l'étranger. Après, on va accueillir d'autres services qui n'ont plus rien à voir avec l'outil de mobilité en tant que tel, c'est le véhicule, mais plutôt des plateformes de logistique du dernier kilomètre pour accompagner ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Enfin, c'est-à-dire pas un concept qu'on a lancé, mais pour pouvoir le réaliser dans la vraie vie. Fabrice Lepoutre, comment est-ce qu'évolue le parking du côté des FIA? Alors déjà, nous sommes un opérateur un peu plus traditionnel puisqu'on est deuxième opérateur en France du stationnement. On est présent en France et en Belgique. On gère 600 parkings pour le compte de collectivités dans 230 villes. Je serai un peu plus nuancé sur l'évolution des parkings puisqu'il y a quand même un prisme parisien qu'il faut intégrer. C'est qu'on voit des choses qui se passent dans Paris. La fréquentation dans les parkings à Paris a tendance à baisser. L'usage de la voiture dans Paris, du fait de la politique de la ville de Paris, baisse. Mais on ne constate pas cette évolution dans les autres régions, même dans les grandes agglomérations. Donc le parking en région, le parking de 1990, il est à peu près le même en 2021? Alors, il évolue aussi, mais la fréquentation des parkings en région continue à progresser. Et c'est une nuance assez forte avec ce qu'on voit à Paris. Donc, les évolutions qu'on voit dans Paris n'ont pas forcément vocation à se produire aussi rapidement dans les autres agglomérations, même si on constate que déjà, les élections municipales du mois de juin en fait, se sont traduites par un mouvement vers des mairies plus écologistes qui auront aussi envie de réduire la part de la voiture dans les grandes agglomérations. Mais l'usage de la voiture en province est encore très prégnant. Vous posez la question à un jeune dans Paris s'il va passer son permis de conduire et puis s'il va avoir une voiture derrière, la réponse est non et non. Poser la question à un Lyonnais ou un Nantais, la réponse est oui et oui. Oui et oui, voilà. Ouais, ça reste. Mais alors du coup, ça veut dire que, c'est un peu une question piège, mais vous vous abstenez d'innover, d'inventer Pas du tout, mais on est plus prudent. C'est-à-dire qu'on observe, on regarde et surtout on sait que… C'est-à-dire que vous ne reniez pas sur les places de parking comme on pourrait le faire dans la capitale en se disant, après tout, il n'y a pas que des voitures. J'ai des exemples très précis à vous donner. On a un parking qui est rond-point des Champs-Élysées à Paris. Ouais.
on a transformé tout un niveau et on le loue en fait à une start-up qui fait du négoce et de l'entretien de véhicules de collection. Donc on l'a aménagé entièrement, l'a sécurisé. Ils avaient besoin d'une adresse de prestige où les voitures peuvent sortir facilement parce qu'il y a des fronts plats, donc il faut que la pente soit douce. Et on a aménagé tout ça pour eux, on a conclu un contrat de long terme et donc tout le monde est content. On fait aussi dans le parking des Batignolles, on fait des tournages, on fait des showrooms, on fait de l'événementiel. Donc ça participe à l'évolution en fait, des usages. Mais il faut intégrer une chose, c'est que quand on parle de Dark Kitchen, pour évoquer des nouveaux services, quand on parle des voitures électriques, qui est l'avenir auquel on pense de façon assez naturelle pour les parkings, on se heurte assez vite au cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'en France, on a des contraintes réglementaires qui sont uniques au monde. Quand vous, par exemple, voulez implanter une borne électrique dans un parking, il faut déposer un BACAM, c'est une déclaration administrative. Les services de la préfecture mettent 5 mois à répondre. Souvent, ils ont des exigences qu'ils expriment qui nécessitent de redéposer un document. Et en fait, pour installer une borne, il faut 2 ans. Il faut installer. Alors, et en plus, je parle sous votre contrôle, mais ça peut pas. Enfin, il y a une règle d'étage, non? C'est ça? Et vous n'avez pas de borne en dessous du niveau -1 et 20 places par niveau maximum, etc. La réglementation est ce qu'elle est. On comprend les pompiers qui veulent préserver la sécurité de leurs sapeurs, c'est une évidence. Mais il y a une injonction contradictoire aujourd'hui entre le gouvernement qui veut 100 000 places d'ici 2022 et qui nous dit allez-y. Et d'autre côté, les services d'instruction qui multiplient les obstacles en fait réglementaires. Pour autant, nous, on a 800 bornes de chargement installées sur l'ensemble de nos parkings. Elles marchent toutes? Parce que ça, c'est aussi le... Elles marchent toutes. C'est un peu le diable en ce moment, des bornes qui ne marchent pas, la moitié des bornes en France qui ne fonctionnent pas. Alors, elles marchent toutes, mais c'est vrai que pour les faire fonctionner, il faut 300 € par an. Chacune. Chacune. Ouais. Il faut conclure des contrats de prestation, de maintenance, etc. Donc le simple fait de les faire fonctionner coûte de l'argent. Donc l'investissement est élevé. Quel genre de véhicule se plug à chaque borne? Est-ce que c'est des véhicules en partage? Est-ce que ce sont des véhicules privés? Est-ce que ce sont des véhicules de société? Alors on voit de tout. Vous avez un ratio? On voit de tout. Non, on n'a pas de ratio, mais ce qu'on constate aussi, c'est l'autre grande évolution que l'on peut observer, c'est que les Français, notamment dans les grandes agglomérations, renoncent de plus en plus à la possession de la voiture pour aller vers l'usage, donc l'autopartage. Et on le voit nous parce qu'on a la particularité chez Eiffel d'être un grand opérateur de parking de gare. Et les loueurs de voitures, donc Hertz, Avis, Europcar ou Sixt, enfin plus Hertz, Enterprise, malheureusement. Pour l'instant. Non, ils sont toujours... Vous savez, connaissez la situation d'Hertz. Enfin, bon, c'est une parenthèse. Ils ont des difficultés, mais comme toutes les enseignes, on travaille beaucoup avec eux. C'est un segment qui, hors Covid, progresse énormément. Et l'exemple que je peux donner, c'est qu'on a construit un parking entièrement dédié aux loueurs à Lyon, 750 places en superstructure, qui est à la gare Pardieu, qu'on a équipé en intégralité d'équipements leur permettant en fait de faire des économies sur tout ce qui est préparation. Donc le lavage, l'entretien, on a installé des tunnels de lavage avec un système d'eau recyclée qui permet quand vous passez au rouleau chez je ne vais pas citer de marque, mais c'est 200 litres. Quand vous passez avec notre système, c'est 5 litres. Même par contre, vous récupérez l'eau sale de la voiture d'avant. On la recycle. Donc c'est très efficace. Elle est refiltrée. Oui. Elle est refiltrée, oui. C'est-à-dire que voilà. C'est la blague de Coluche. C'est Calgon, c'est pour laver l'eau avant de laver le linge. C'est ça. D'accord. Et en fait, ça permet aux loueurs d'éviter d'avoir des bases arrières un peu partout dans les centres-villes, donc d'envoyer leur voiture quand le client la rend à un autre endroit, donc ce qui a fait la circulation, de la pollution, des accidents. Nous, on a massifié en fait le service dans le parking, ce qui permet aux loueurs, une fois que la voiture est rendue, de la relouer immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'usage partagé qui est en train de se développer, et les loueurs sont en train de se développer aussi beaucoup en centre-ville. Thibaut Chary, on s'est connus il y a quelques temps lorsque vous étiez jeune polytechnicien et vous sortiez de l'IX et vous avez eu cette idée de créer, de fonder YesPark. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'était il y a combien de temps d'ailleurs? Rappelez-moi. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans déjà. L'idée est devenue entreprise. Aujourd'hui, YesPark, c'est une entreprise qui a 2 activités. Première activité, loueur de parking. On travaille avec des propriétaires fonciers qui sont plutôt des acteurs du logement historiquement. Ouais. C'est les grandes barres d'immeubles avec autant de parking que de logements. Avec autant de parking que de logements. Malheureusement, heureusement, en tout cas,
les chiffres indiquent que tout le monde n'a pas de voiture et donc ces propriétaires se retrouvent avec des places vides. Notre métier, c'est de les louer pour des habitants du quartier et donc d'aider ces propriétaires à valoriser au mieux leur actif, à optimiser au mieux leur actif. Et pour les sociétés aussi, c'est-à-dire pour les gens qui viennent travailler dans la journée et qui ont besoin d'une place. On le fait aussi pour les sociétés, mais la cible principale reste quand même les résidents. Comme on travaille avec des propriétaires d'immeubles de logement, on est dans les quartiers qui sont plutôt des quartiers résidentiels, donc on a quand même à peu près 80% de logements. Donc ça, c'est l'activité principale de YesPark. Et aujourd'hui ? Voilà, ça c'est la première activité d'YesPark. L'enjeu, c'est quoi ? C'est répondre aux difficultés de stationnement et, on l'a cité précédemment, à la difficulté grandissante pour trouver des places de parking en voirie. La mairie de Paris prévoit de supprimer 70 000 places de stationnement d'ici 2026 et diviser par 2 le stock. Il faut que les gens puissent se garer quelque part. Ou alors, parce que la volonté de la mairie de Paris, c'est que les gens n'utilisent plus leur voiture. Donc, effectivement. Là, vous allez à contrario des décisions urbaines de la mairie de Paris. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 effets un petit peu contradictoires. Il y a l'effet relativement court terme, quelques années, on va dire, l'échelle de temps, de dire je rends le stationnement plus difficile, donc je vais avoir moins de place par véhicule. Ça va plutôt avoir tendance à tendre le stationnement. Et il y a un effet plus long terme qui est véhicule partagé ou bien juste dissuasion de prendre sa voiture en centre-ville, qui fait qu'à long terme, je pense qu'effectivement, il y aura moins de véhicules par place qu'aujourd'hui. Et donc, si on essaie de tracer la courbe nombre de places par véhicule, ça fait un U, c'est-à-dire que le stationnement va se tendre. Mon opinion, c'est qu'il va se tendre pour les 5 prochaines années. Et puis ensuite, petit à petit, il va se détendre. Et là, on aura tout intérêt à trouver d'autres usages pour les parkings qui se seront libérés. Pascal Bonnard, comment est-ce qu'on scrute, comment est-ce qu'on analyse toutes ces décisions réglementaires, qu'elles soient d'ailleurs communales ou à plus grande échelle ? Alors c'est vraiment le propre du groupe Indigo d'avoir historiquement des relations avec les collectivités locales qui peuvent prendre des réglementations pour leur propre territoire et puis des réglementations, comme on l'évoquait, plutôt nationales. Moi, je crois que depuis un an, il y a quand même de nos interlocuteurs du côté du monde public la prise de conscience d'une réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, ce qu'on a vécu depuis 12 mois nous oblige tous à repenser nos modèles et à revoir aussi la facilité que l'on peut mettre en œuvre pour rendre utiles ces assets que nous avons, qui sont des milliers de mètres carrés en sous-sol. Donc je crois que nous, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de développer des systèmes ouverts, de s'assurer que d'autres que nous, Opengo, puissent distribuer les places du groupe Indigo. Et donc on a lancé ça il y a quelques mois maintenant. Et de se dire que, moi je suis optimiste par nature, donc je crois vraiment qu'on a une capacité à soulever un certain nombre de barrières lorsque tout à coup le télétravail nous tombe dessus massivement et que là, bien évidemment, on a une écoute différente. On a chiffré d'ailleurs les pertes dues au télétravail et au confinement. Alors c'est difficile en fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une baisse de fréquentation massive l'année dernière. Que le confinement du mois de novembre n'a pas eu du tout le même impact, mais qu'en revanche, le couvre-feu et donc le fait qu'on continue à avoir du télétravail massif nous maintient à des niveaux qui ne sont pas satisfaisants par rapport à notre trajectoire pré-Covid. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que de l'instant où on a déconfiné l'année dernière, on a retrouvé des niveaux de croissance absolument similaires à ceux qu'on connaissait avant, aussi parce qu'on a proposé des produits plus souples, on a des offres marketing, je crois, plus adaptées, et que donc on se prépare pour, on l'espère bientôt, la sortie définitive de cette crise, mais l'usage, le besoin, l'envie de se déplacer, d'avoir une vie sociale, de pouvoir accéder à la culture, c'est bien là. En revanche, sur le rapport au télétravail, c'est une baisse des fréquentations dans un certain type, c'est-à-dire les abonnés, les gens qui étaient là 24/7 et qui venaient tous les jours au même endroit. Ça, c'est sûr qu'il y a une érosion durable de ce marché-là. Néanmoins, il n'y aura pas de télétravail à 100% tout le temps. Et donc, pour ces accompagnements-là, il faut qu'on soit plus souple et qu'on amène des produits plus adaptés. Question à vous trois, est-ce qu'on se dirige, à votre avis, à l'horizon 10 ans, 15 ans, vers une voirie où il n'y aura plus aucune place de parking, c'est-à-dire que tout sera en souterrain ou dans des parkings privés qui soient Indigo, FIA ou autres? C'est le législateur qui le dira. Ouais, mais vous pensez quoi? Est-ce que vous avez anticipé ce genre de raisonnement ou pas encore? On pense qu'il n'y aura jamais de suppression totale. Il y aura toujours le moyen quand même de se garer. Encore une fois, le prisme parisien est très fort. Ouais.
C'est-à-dire que la politique de la ville de Paris qui vise à supprimer 70 000 places, il a déjà supprimé 70 000 places depuis 2001. Déjà, il en reste beaucoup. Et ensuite, je ne suis pas sûr que les citoyens sont prêts à ce que tout disparaisse. Ouais. C'est vrai que même si maintenant on a collectivement, enfin on voit dans les différentes collectivités locales, à Grenoble, à Lyon, il y a une vague verte qui arrive, à Bordeaux. Oui, nous, on le voit plutôt sur la dissociation entre le cœur de ville, le centre-ville, commerçants, piétonniers. Là, effectivement, il n'y aura plus rien. Ouais. Mais en revanche, que ce soit à l'échelle de Paris ou d'une ville comme Neuilly-sur-Seine ou de Lille, il y a encore beaucoup d'autres rues adjacentes où là, il y aura effectivement une évolution, plutôt des zones où on pourra déposer ou récupérer. Peut-être probablement, si on parle d'un horizon 10 ans avec des voitures autonomes, on n'aura donc pas besoin forcément de le faire soi-même. Oui, alors ça, c'est encore à autre chose. Voilà. La voiture Mais voilà, nous, on anticipe plutôt. On attend un polytechnicien pour nous faire la voiture autonome qui fonctionne. Ça, on n'y est pas encore. Mais voilà, nous, on voit plutôt comme ça. Cœur de ville, centre-ville, ce sera piétonnier et il n'y aura plus de stationnement, mais tout le reste de la cité restera accessible en voiture. Les commerçants ont besoin de places en voirie, en fait. Ils ont besoin de clients qui puissent facilement se garer, facilement accéder à leur commerce. Et l'enjeu, d'ailleurs, des places de voirie dans les centres-villes pour les commerçants est souvent très politique. Les maires prennent beaucoup de précautions avec cette catégorie de riverains, en fait. Comment est-ce que vous voyez les choses à l'avenir, vous, côté réglementation, Thibaut Charry? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi, ou est-ce que vous vous dites, nous, en fait, YesPark, on a plutôt un autre prisme, et donc, du coup, toutes ces questions réglementaires, ça nous intéresse moins? Non, ça nous intéresse beaucoup, parce que ça nous impacte directement. Moi, je rejoins ce qui a été dit juste avant. Je pense qu'il y aura moins de places de stationnement en voirie. C'est globalement la tendance qui est prise. Alors même si ça dépend des villes, mais même si on regarde à l'échelle de l'Europe, Bruxelles, alors j'ai plus les chiffres, mais Bruxelles a pris la décision de supprimer un certain nombre de places. Amsterdam, c'est pareil. Enfin, c'est globalement, à minima pour les grandes métropoles, une tendance de fond. Donc moins de places en voirie. Je pense, comme ce qui a été dit juste avant, qu'il y aura encore des places. Ces places, par contre, elles seront proposées de manière privilégiée pour du stationnement rotatif de courte durée, pour les commerces par exemple. Je pense néanmoins que le stationnement résidentiel, donc je gare ma voiture toute la semaine parce que je m'en sers juste une fois le week-end, celui-là il n'existera plus en voirie, ou presque plus. Oui, et dans ce cas-là, il faudra effectivement se tourner vers des nouvelles formes de consommation et notamment des parkings qui ne cessent d'évoluer, ces parkings du futur. Merci beaucoup à vous Pascal Bonnard, Fabrice Lepoutre et Thibaut Charry d'avoir été avec nous dans Mobility TV.